Delaunay, bonjour. Bonjour. Merci pour cette participation aux 37e Assises de la traduction. Une session, on va dire, sous le signe de l'image, puisque notre thématique est « Au commencement était l'image ». Et pour entamer cette rencontre, une phrase, une formule, Ut pictura poesis, une formule d'Horace, qui nous emmène vers une interprétation, puis-je dire, de ce qu'est l'image. D'abord au 1er siècle, au moment où Horace exprime cette formule, mais avec aussi toutes les évolutions au fil du temps que nous allons avoir de la manière d'interpréter les images et de la manière dont le peintre va exprimer son art et comprendre le réel, le visible. L'interprétation de l'image au fil des époques a évolué, la manière dont le peintre appréhende son objet, son sujet a évolué. Entre la Renaissance et l'époque moderne, quelle transition, quel changement s'effectue, vers quelle ère nous dirigeons-nous au moment de l'époque moderne? Alors, il y en a au moins 3 qui sont massives. La première, avec Alberti, dont Lise a dû parler, c'est que le point de vue du peintre devient désormais le point de vue générateur de la structuration de l'image. L'image n'est plus, en quelque sorte, venue d'un endroit qu'on n'identifie pas pour représenter quelque chose dont on suppose que c'est une réalité objective. C'est-à-dire le peintre est un truchement entre une inspiration qu'on ne cherche pas à explorer et un objet qu'il va peindre. Avec Alberti, tout change. C'est le peintre qui décide du point de vue, du cadre, et qui essaye, ça c'est le deuxième point majeur, de faire correspondre l'image à la structure qu'on supposera à ce moment-là naturelle de notre perception. D'où l'introduction, évidemment, de la perspective. Donc le point de vue du peintre devient le point de vue à partir duquel on construit l'image. Le deuxième point, enfin le troisième point considérable, c'est que ce que représente l'image, c'est maintenant l'œuvre du peintre et non plus le reflet d'une réalité qu'on dit objective. Même si cette réalité est transcendante, par exemple les anges, le paradis, des dieux, bon, ce point de vue-là n'est plus perçu comme ayant une objectivité indépendante de la représentation. Est-ce que ça revient à dire qu'on passe d'une image narrative à une narration intrinsèque à l'image, d'une certaine façon? Alors, l'image peut rester évidemment narrative, mais c'est l'appréciation du contenu du récit qui change. Le récit est un récit engendré par une imagination humaine. Lorsque les peintres, comme par exemple Mantegna, vers la fin du XIVe siècle, du XVe siècle, peignent encore le Christ au limbe, par exemple, bon, dans l'esprit de ceux qui voient le tableau, comme dans l'esprit du peintre, la descente du Christ au limbe est dotée d'une dignité objective. On pense que c'est vrai, que c'est quelque chose qui a, quelque part, une objectivité. Lorsque Del Piombo, à peine un siècle après, c'est-à-dire en 1515, peint le Christ au limbe, le point de vue a complètement changé. Nous ne voyons plus le Christ de dos. Le point de vue n'est plus celui du peintre qui s'identifie à Dieu en montrant le Christ descendant au limbe, comme si nous étions nous-mêmes nantis d'un regard divin. Au contraire, Del Piombo place en quelque sorte son chevalet dans les limbes. Nous sommes avec ceux qui sont dans les limbes, les âmes en attente dans le purgatoire du jugement dernier, et nous voyons le Christ de face venir vers nous pour nous sauver. Le point de vue a complètement changé. Je dis 1515, pourquoi j'ai choisi ce tableau? Parce que c'est la date où Copernic achève son grand livre sur la cosmologie nouvelle qui va s'installer. Ce livre n'est pas publié.
Del Piombo, quand il peint son tableau, ne l'a pas lu, ne le connaît pas. Le tournant a lieu dans la culture en général à ce moment-là, et il sera définitif, pour nous, modernes. C'est-à-dire que nous ne pouvons plus considérer que le peintre n'est pas à l'origine de ce qu'il montre, évidemment. La manière dont le peintre montre ce qu'il représente fait tout l'intérêt esthétique de la toile, et ce que le peintre montre n'est pas pour nous doté d'une objectivité réelle. C'est doté simplement d'un vraisemblable, enfin d'un caractère vraisemblable. Nous reconnaissons éventuellement ce que le peintre a peint. Ce que le peintre a peint, nous savons que c'est l'œuvre du peintre, et ce qui nous intéresse n'est pas l'objectivité qu'il y a derrière ce que le peintre a peint. Au contraire, la manière dont le peintre a peint son tableau nous fait voir cette réalité autrement, sans la doter pour autant d'objectivité. Et le plaisir esthétique qu'on commence à prendre, le goût qui s'installe au XVIIIe siècle et qui devient un objet de discussion, ce goût est d'abord un goût considéré comme esthétique, c'est-à-dire nous éprouvons du plaisir à voir comment un peintre a représenté quoi que ce soit, car nous n'avons plus dans la réalité de point objectif fixe. Il n'est plus possible de retrouver dans la réalité, ou à partir de la réalité, de déduire un point de vue transcendant. La modernité, c'est la rupture définitive de la peinture comme de la poésie, avec un point de vue transcendant. Ce qui désormais s'installe au XIXe siècle, c'est le goût pour le style, en poésie comme en peinture. Et les deux sont absolument liés. Le traitement du langage en poésie est du même ordre, c'est-à-dire que nous lisons un poème pour goûter ce qu'un poète fait de sa langue, considéré comme un matériau sur lequel il a une maîtrise, et ce qu'il nous raconte, ce qu'il nous dit, ce qu'il nous fait voir en images poétiques est du même ordre que ce que le peintre nous montre, c'est-à-dire que nous apprécions cette fois-ci l'étonnement, la surprise et ce qu'on va appeler la beauté d'un point de vue qui était dans l'imagination du poète, dans l'imagination du peintre, et qui n'était pas prévisible. C'est-à-dire nous attendons, pour reprendre une formule de Valéry, nous attendons à l'inattendu. Et là, le plaisir naît de cette surprise qui est la nôtre face à un matériau dont par ailleurs nous connaissons le fonctionnement. Au XIXe siècle, ce n'est pas par hasard s'il y a tout un débat esthétique entre la photographie et la peinture, justement pour que la peinture cesse de se sentir en quelque sorte contrainte de nous montrer quelque chose avec le souci de réalisme qu'avait la photographie naissante. Et même lorsque, au XXe siècle, nous avons affaire à des peintres hyper réalistes, ce que nous goûtons, ce n'est pas le fait qu'ils feraient en quelque sorte concurrence à la photographie, mais c'est au contraire des choses qui sont d'un autre ordre, qui relèvent du cadrage, une préoccupation de photographe aussi, mais le cadrage de la peinture, le fait de faire apparaître des détails sous une forme extraordinairement réaliste, ne fait ressortir que le traitement virtuose d'un matériau, et c'est cela que les modernes goûtent, même dans des peintures qui semblent objectives. Bon. L'objectivité transcendante telle qu'elle pouvait exister au Moyen-Âge, nous la retrouvons bizarrement dans des tableaux ou dans des poésies. Chez les poètes, c'est moins sensible, mais dans des tableaux qui sont les dernières traces de la mystique. Je pense évidemment à Malevich ou à un peintre comme Ad Reinhardt. L'un peint ou ne peint pas un carré blanc sur fond blanc, et l'autre un carré noir sur fond noir. Bon, ce sont des modalités extrêmes d'un traitement de matériaux très moderne.
qui ne renonce pas à la représentation pour autant, mais dit qu'il n'y a rien à voir au sens traditionnel du terme, qui provoque donc une rupture encore plus radicale en montrant le stade ultime de ce qu'on pourrait représenter si on restaurait un point de vue mystique, un point de vue transcendant. Bon. Donc le point essentiel de la modernité, c'est celui-ci, c'est que désormais, toute la dépendance de la peinture et de la poésie à l'égard de son carcan religieux ou métaphysique redescend à un niveau qui est désormais strictement esthétique. Tout à l'heure, quand vous évoquiez la photographie, ça m'a fait penser que d'une certaine façon, la photographie avait affranchi le peintre de ce devoir de représentation du réel en lui donnant la possibilité de devenir interprète. Est-ce que c'est le cas? Bien sûr, sauf que le photographe lui aussi est devenu un artiste. Le photographe lui aussi interprète. Et la photographie a cessé d'être simplement documentaire ou une représentation, disons, d'un réel objectif. Non, c'est l'ensemble de la réalité objective dont le statut, dans les profondes évolutions de la culture, a changé. Alors, quoi qu'on fasse aujourd'hui, c'est-à-dire quel que soit l'art qui va traiter de ce rapport à la réalité, il ne se pourra pas que ce rapport à la réalité ait franchi une étape de plus. Laquelle, eh bien, si l'art, disons, archaïque, était au niveau de l'expressivité, de l'expression, de l'immédiateté de communication, disons, des passions ou des émotions, si ensuite, peu à peu, la peinture et la poésie sont passées au stade de la représentation, et c'est toute la construction, disons, de la fin du Moyen-Âge jusqu'à l'époque classique, nous, modernes, nous sommes passés au niveau où la réflexivité est dominante, c'est-à-dire qu'il ne se peut plus que la poésie ne pense pas la poésie en s'écrivant. Un très bon exemple, c'est le sonnet ironique de Mallarmé, le sonnet en X, où le poète n'arrête pas d'ironiser sur une forme qu'il pousse à son acmé. C'est-à-dire que le sonnet en X de Mallarmé ressemble au tableau de Malevich, carré blanc sur fond blanc. C'est un sonnet impossible, les rimes sont impossibles, et quand on l'écoute et qu'on voit les rimes, on rigole. Mais on rigole pourquoi? Parce que, on rigole. L'ironie présente dans le sonnet consiste à montrer que cette forme-là, telle qu'on l'a utilisée jusque-là, n'a plus sa validité. Alors on peut encore faire des sonnets, mais cette fois-ci avec un savoir réflexif qui accompagne le travail du poète, comme la réflexivité accompagne le travail du peintre. Un exemple extrême, et j'ai oublié le nom du peintre, mais ce peintre américain a peint une aquarelle sur le chèque qu'il lui payait. Cette aquarelle, donc peinte sur le chèque qui la rémunère, devient un objet impossible, puisque évidemment le propriétaire supposé de l'aquarelle ne peut plus la posséder matériellement, puisqu'il ne peut pas en même temps être propriétaire du chèque qu'il a fait pour l'obtenir, et le peintre ne peut plus être propriétaire du chèque, puisque en même temps c'est le tableau qu'il a réalisé, ou plutôt l'aquarelle qu'il a réalisé en paiement de ce chèque qu'il ne peut donc pas non plus toucher. Bon, là l'ironie est à son comble, c'est une préoccupation très moderne qui anime le peintre, à savoir dénoncer le fait que l'art devienne un marché et que la marchandise s'empare elle aussi de l'ensemble de l'œuvre d'art. Les poètes diraient moins la même chose, évidemment, parce qu'il faudrait y revenir. La poésie ne fait pas l'objet de spéculations comme les tableaux, et la réponse à la question « pourquoi ?» montre bien que la peinture a gardé un enracinement archaïque très profond, beaucoup plus profond, évidemment, que celui de la poésie, puisque la poésie travaille sur le matériau du langage qui est commun, alors que les peintres produisent un objet artisanal, concret, qui n'est pas du même ordre qu'un poème. Bon. Ça, c'est une des composantes de la modernité, mais ça nous entraînerait, disons, vers une sociologie contemporaine de l'art, ce qui n'est pas le problème. Mais on voit se séparer la poésie et la peinture,
à l'occasion de cet extraordinaire engouement contemporain, même s'il est financier, pour la peinture, alors que l'engouement contemporain pour la poésie n'a évidemment pas et ne peut pas avoir ce caractère marchand, parce que le travail effectué par la poésie est beaucoup plus ténu, beaucoup moins visible que ce que fait la peinture, qui garde son caractère archaïque, d'immédiateté, saturant l'ensemble de la perception. Une dernière question, Marc Delaunay, en ce qui concerne les thématiques abordées dans la peinture à l'ère moderne. Est-ce que cette liberté supplémentaire qu'acquiert l'artiste peintre à l'époque moderne est liée au choix du sujet, ou c'est la manière dont il va traiter le sujet qui va démontrer d'une certaine façon sa liberté? Pour prendre un exemple, les tableaux historiques, je pense à Delacroix par exemple, sont-ils traités différemment qu'à l'époque d'un Poussin, par exemple? Bien sûr, parce que Poussin, évidemment, s'inspire des Métamorphoses d'Ovide et donc raconte dans ses toiles ce que raconte Ovide, lequel reçoit une tradition mythique déjà passée, en quelque sorte, au tamis de la critique mythologique. Bon. C'est-à-dire que ce que Poussin raconte n'a jamais eu lieu. Ce que, en revanche, Delacroix montre peut avoir eu lieu et s'inscrit dans une sorte de souci de vraisemblance historique qui n'est absolument pas celui, évidemment, de Poussin. Le traitement des matériaux correspond, là, la différence dans le traitement des matériaux correspond à une différence dans la conception de l'histoire. L'histoire, pour Poussin, c'est encore le modèle des grands exemples qu'on imite. Alors que pour Delacroix, l'histoire, c'est désormais ce que font les hommes. C'est-à-dire le résultat et non plus ce qu'ils imitent. Le résultat de l'action et non pas ce qu'elle imite. Et donc le changement, là encore, de perspective est radical. C'est-à-dire que l'historia magistra vitae pour Cicéron, l'histoire maîtresse de la vie, c'est autre chose désormais, c'est ce que Vico au XVIIIe dit, à savoir que l'histoire, c'est ce que font les hommes. Merci beaucoup Marc Delaunay. Je rappelle que vous enseignez à l'École normale supérieure, que vous êtes traducteur de poètes allemands et que vous êtes également spécialiste des mouvements néo-kantiens et chercheur aux archives Husserl de Paris. Merci beaucoup. Merci à vous.